Serge Dantoutou, maintenant, il est connu parce qu'il a écrit, en dehors de Mémoire d'esclavage, d'autres ouvrages. Un ouvrage que je trouvais extraordinaire, c'est des portraits de femmes noires, celui-là, que j'ai feuilleté avec les collègues avec beaucoup d'intérêt. Vous avez aussi écrit une biographie sur Simon Mbangou, donc un des militants des droits de l'homme, oui. Des droits de l'homme, donc, etc. Donc, à votre actif, pas mal de bandes dessinées, etc. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous accueille dans le cadre du Festival Ethnicité pour présenter un peu votre travail et puis discuter avec pas beaucoup de monde, mais de la qualité, comme d'habitude. Oui. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc je suis Serge Dantoutou et donc j'ai amené l'expo pour la première fois ici à Arcueil et c'est une exposition qui est en plusieurs formes. Donc ça c'est une expo on l'expose à l'extérieur, surtout dans les écoles, pour les élèves, les jeunes, que ça ne risque rien, parce que des fois avec de cadres, avec des vitres, des fois les enfants ils s'approchent tout près et rien que les images, ça parle tout seul. Et l'expo sort de deux ouvrages. Le premier c'est Il fit un jour à Gorée, l'esclavage raconté à nos enfants, qui est écrit par Joseph Ndiaye, qui fut le conservateur de la maison des esclaves à l'île de Gorée, et qui toute sa vie, il a travaillé pour conserver ou sauvegarder ce patrimoine qui est reconnu aujourd'hui par l'UNESCO comme un patrimoine mondial sur l'histoire de l'esclavage. C'est les deux visuels qui sont là, c'est les maisons des esclaves à l'île de Gorée. Donc, si j'avais fait cet ouvrage, c'est parce que à l'époque, si je dis à l'époque, beaucoup plus lointain, j'avais réalisé un dessin présentant l'histoire du commerce triangulaire. Et ces dessins de personnes comme vous et moi qui se sont procurés de ces affiches, et cette affiche était arrivée à Gorée. Et il était affiché à l'entrée de cette maison des esclaves. Donc, à l'île de Gorée, vous savez, il y a toutes les personnalités du monde sont passées là, en commençant par des chefs d'État américains, le pape et d'autres personnes. Et là, ils voyaient cette image-là. Et c'était un jour, le président Chirac est parti visiter la maison des esclaves. Il s'est fait accompagner par le président Wade. Et ils s'étaient arrêtés devant cette image, parce que l'image en elle-même parlait. Et après les explications, il y avait déjà la loi Taubira qui commençait déjà à se présenter pour être validée. Et c'est là qu'ils ont dit, mais si on faisait un ouvrage pour expliquer un peu le mémoire de Joseph Ndiaye. Et c'est là que le président a dit proposer à Joseph Ndiaye et au président Chirac, je veux que ce soit ces dessinateurs le fassent. Parce que la plupart des illustrateurs, ils ont le recul, ils se font les censures à eux-mêmes. Mais lui, il est courageux, il a sorti déjà un truc, donc il sera sincère dans ses traits de crayon. Et c'est comme ça que j'ai été choisi pour réaliser cet ouvrage qui est un chef-d'œuvre qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Parce que quand c'était sorti, mais c'était parti du premier coup. Je ne sais même pas, plus de 300 à 400 000 exemplaires. Donc, dans ce travail aussi, on n'avait pas demandé à recevoir des droits d'auteur. Donc, les droits d'auteur, on l'avait laissé, afin que ça puisse sauvegarder encore ce lieu historique.
Mais de lieux comme ça, il y en a plusieurs en Afrique. On en a à Ouida, on en a aussi à Cabinda, on a aussi à Luanda, mais il y a aussi des lieux, à force de ne pas parler de l'histoire, ces lieux, sans faire attention, disparaissent tout seuls. Donc, c'est là que je dis, le livre « Il fut un jour à Gorée » expliquait la situation d'une façon claire. Et malheureusement, après la mort de Joseph Ndiaye, même l'éditeur ne pouvait plus aller loin pour faire un autre tirage. Et c'est là que je dis, pour sensibiliser plus l'attention des jeunes lecteurs, surtout les enfants, dans les écoles, mieux vaut faire une bande dessinée, mais d'aller chercher des questions, moi-même, quand j'étais enfant, des questions que je n'avais pas de réponse. Admettons, mais pourquoi il y a eu ces triangles? Et en allant chercher des questions, j'ai trouvé que avant qu'il y ait un triangle occidental, c'est que nous tous nous connaissons les triangles de commerce triangulaire, il y avait un triangle oriental qui existait entre l'Orient, l'Afrique et les Indes. Et ce triangle a commencé au 8e siècle. Et c'est là que je dis, mieux vaut éclaircir toutes ces situations dans des bandes dessinées. Et là, j'ai eu l'occasion de visiter des îles qui sont dans les océans Indiens, et j'ai vu la demande, surtout des élèves et des populations, pour savoir d'où vient le métissage que ces peuples ont dans eux. Alors, il y a d'abord le premier métissage, c'est le métissage asiatique. Donc, à partir du 8e siècle, où il y avait ce triangle oriental, mais au 13e siècle, il y avait les Indonésiens et les Chinois qui sont venus sur les côtes africaines pour les coloniser. Et c'est comme ça, quand vous arrivez à La Réunion, ou à Madagascar, ou à Maurice, vous avez ces mélanges entre Indiens, Chinois et Africains. Donc, là, je dis, il y a de premières explications qui commencent à être claires. Mais maintenant, dans les dessins, il faut faire des schémas, des cartes, pour comprendre quand est-ce qu'il y a eu cette colonisation qui a fait que cette métissage a dû se développer, qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et après, il y a eu métissage à partir du XVIe siècle des Européens. Donc, c'est un peuple qui est multiculturel. Et j'ai compris le besoin qu'ils avaient dans cette partie de terre. Et de l'autre côté, quand on va vers le Martinique, Guadeloupe, Guyane, ce qui m'a frappé, toujours dans la série, en Martinique et même en Guadeloupe, on a même mis un film sur Internet. Il y a des peuples qui revendiquent leurs origines Congo. Et que chez les Congos, ils ne savent pas expliquer comment s'était déroulée cette histoire, comment les leurs sont partis là-bas. Alors que ceux qui sont partis, ils ont gardé cette histoire et ils ont transmis en génération en génération. Et ceux qui sont restés, ils ont perdu l'histoire. Mais comment? C'est par l'éducation. Donc, au Congo, par exemple, si je m'arrête au Congo, c'était un royaume
qui les Portugais étaient arrivés pour la première fois en 1485. Ils sont arrivés en 82, mais en 85, ils sont entrés dans ces royaumes. Et quand ils sont entrés, ils ont amené en même temps le christianisme. Et ils ont commencé à construire des écoles. Et les premières paroisses catholiques en Afrique subsaharienne a été inaugurée dans ces royaumes du Congo en 1492, un certain 3 mai 1492. C'était à la même période que Christophe Colomb partait découvrir l'Amérique. Donc, c'est très, très, très ancien. Et dans l'éducation, ça a fait que il ne fallait pas expliquer à ces peuples des choses qui s'est passées sur les côtes de la mer. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur ne savaient pas qu'il y avait des traites. Mais les rois savaient. Parce que les rois africains entraient en correspondance avec les rois européens, en l'occurrence du Portugal, pour dénoncer le capture et respecter les accords commerciaux qu'ils avaient entre l'Europe et l'Afrique. Bon, là-dessus, on va être clair. Depuis 1441, donc on explique les démarches sur les Thomas, Henri le Navigateur avait envoyé des expéditions pour aller chercher la route des Indes. Mais pourquoi aller chercher la route des Indes? Parce qu'il y avait la présence de la canne à sucre déjà en Europe, mais sans qu'il soit arrivé encore en Amérique ou aux Antilles. On ne connaissait pas. Mais cette canne à sucre était venue en Afrique du Nord. Il était déjà présente à partir du 8e siècle. Donc, les Européens achetaient la canne de sucre chez des Africains du Nord, en l'occurrence, c'était les Arabes. Si on dit les Arabes, ce n'est pas les Marocains ni des Algériens, mais c'était ceux qui venaient de l'Orient. Donc, de là où il y a le cœur, vers l'Orient, là où il y a, juste en dehors de l'Afrique. Donc, c'est eux qui ont pris cette canne en Inde. Ils ont commencé, parce qu'en Inde, il était produit. Ils sont venus les produire en Afrique, tout en faisant des captures en Afrique subsaharienne pour que les Africains travaillent à la canne à sucre. Parce que la canne à sucre, c'est une production qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et en même temps, les Indes demandaient aussi la main-d'œuvre. Donc, ils capturaient, donc ces Arabes capturaient aussi d'autres Africains pour les amener travailler en Inde. Alors, là, leur route, c'était la descente du fleuve Nil. Donc, c'était la route de l'esclave oriental, de l'esclavage oriental. Et en descendant cette route, ils ont amené en même temps la langue swahili. Et ces esclaves qui commençaient à partir en Inde à partir du 8e siècle, jusqu'en 1487, au moment où Bartholomé Dias, qui va à son expédition découvrir le cap de Bonne-Espérance, tout en bas de l'Afrique, à cette période, il y avait un grand nombre des Africains déjà en Inde. Et ils avaient déjà pris possession d'une partie des Indes et ils les gouvernaient. Donc ça, ce sont des zones d'ombre d'histoire qu'on ne met pas en surface, mais qu'on veut retracer en bande dessinée parce qu'ils voulaient leur liberté. Et aussi, c'était un sujet tabou pour les Indiens des Indes que les Africains avaient pris possession de leur territoire. Alors ces Africains, quand ils arrivaient en Inde, la plupart des hommes étaient castrés. Vous savez, les castrations, on enlevait les parties mâles des hommes
pour ne pas qu'il y ait procréation. Mais il y avait de procréation auprès de femmes et des Indiens. Donc c'est comme ça qu'il y a eu d'autres générations de Sikhs qui sont des descendants africains. Je pense qu'on a vu dernièrement dans l'actualité, il y avait quelqu'un qui avait tiré aux États-Unis une communauté Sikhi. Donc c'est des peuples pacifiques. Et ces peuples-là sont des descendants afro. Et juste à ce moment-là, le cap de Bonne-Espérance était découvert. Et beaucoup plus tard, Colomb va découvrir les Indes, d'après lui, qui est devenu l'Amérique. Donc, pourquoi les Indes? Parce que le peuple qu'il avait rencontré là-bas, ils étaient les Indiens, alors que ce n'étaient pas les Indes. Donc, déjà, il y a des zones d'ombre qui datent des siècles et des siècles, et qu'on n'a pas le courage de dire qu'il y avait des erreurs. Donc, dans des documents pour faire ces albums, on est tombé sur des documents où Christophe Colomb avait dit agrandir les superficies des îles. Admettons Sipangu, par exemple, pour lui c'était le Japon, c'était tout un continent. Alors que Haïti, ça n'a pas la grande superficie comme le Japon. Donc, il fallait qu'il falsifie ses notes. Mais la plupart aussi, on l'a rappelé dans la BD, des dates historiques que nous avons dans des livres histoire, ce sont des dates codées parce que les opérations étaient militaires. C'est comme aujourd'hui la NASA qui va envoyer des vaisseaux dans l'espace. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans les cours de la NASA pour aller visiter. Et donc dans cette période, aller découvrir, admettons, l'embouchure du fleuve Sénégal, ou aller découvrir l'île de la Réunion ou l'île Maurice, c'était comme si on découvrait des étoiles. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, plus le monde évolue, plus on pense que ces découvertes n'avaient pas d'impact. Non, il avait énormément d'impact. Et là, une fois que l'on découvre l'Amérique, maintenant, le triangle occidental va commencer maintenant à s'ouvrir. Mais pendant que les Européens, si je dis les Européens, c'était les Portugais, pendant qu'ils cherchaient la route des Indes, ils capturaient des Africains pour travailler dans des productions de canne à sucre qui existaient chez eux depuis le XIIe siècle. Et il y a d'autres Africains qui sont entrés au Portugal et en Espagne, qui sont devenus des professeurs, d'autres des artistes, de divers arts. Et on a leurs noms dans d'autres documents, mais on va les mettre à jour dans d'autres épisodes qui vont arriver, qu'il y avait la présence africaine au Portugal et en Espagne, et non en France. Parce que ce qui se faisait sur les côtes africaines, la France n'était pas au courant, ni l'Angleterre, ni la Hollande, ni la Norvège, mais cela n'a pas dit qu'eux, ils n'étaient pas entrés dans l'histoire du commerce triangulaire, ils sont venus après. Après, une fois que l'Amérique sera découverte, le monde sera divisé en deux. Le parti ouest sera confié, donc le pape va les confier aux Espagnols, et la partie est aux Portugais. Et c'est juste après la découverte du Brésil par les Portugais, parce que là, ils n'avaient pas respecté cette bulle papale de Tordesillas. Ils ont dit que ce soit cette bulle ou pas, nous on prend possession du Brésil. Mais en même temps, du côté français,
C'était des pêcheurs de Dieppe et de Rouen qui pêchaient sur les côtes africaines et qui ont découvert la présence de la canne à sucre. Ils achetaient les sucres là-bas pour les vendre à Rouen dans ces années-là. Donc, bien longtemps. Mais ils ne capturaient pas les Africains. Ça, c'était le travail de Portugais qui capturaient les Africains pour les faire travailler la canne à sucre qui était présente chez eux dans les îles de Madère, Açores et consorts. Et lorsqu'ils cherchaient la route des Indes, ils ont découvert des îles comme Cap-Vert, des îles comme Gorée, mais Gorée, ils n'ont pas pu faire des plantations, Sao Tomé, Principe. Et c'est là que la production est partie, bien après au Brésil et beaucoup plus tard aux Antilles. Et lorsque le pêcheur de Rouen ont su que la production n'était plus comme avant, ils ont voulu comprendre. Et c'est comme ça que le premier Français s'était retrouvé en Martinique. Et quand ils ont vu qu'il y avait des plantations de canne à sucre, et aussi ils ont acheté leurs esclaves africains à l'île de Saint-Christophe. Donc Saint-Christophe était le carrefour où tous les Africains arrivaient. Et donc là, il y avait cette production de la Martinique qui avait commencé, et tout doucement, après c'était la Guadeloupe. Et cependant, dans des îles comme la Réunion, donc de l'autre côté, comme on était toujours dans la recherche de la route des Indes, mais une fois que les Indes étaient découvertes, c'est comme ça que les Français sont arrivés là. Alors comment? Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, il y avait des comptoirs. S'il y a des comptoirs ou s'il y a des comptoirs sur les côtes, c'est qu'il n'y a pas des îles tout près. Parce que les îles servaient pour contrôler les situations sur les terres. Donc, on a eu de comptoirs en Afrique, comme à Ouida, comme au Guinée, un peu partout. Donc, et ces comptoirs étaient partagés par chaque nation, que ce soit les Anglais, les Hollandais, les Français. Mais comme les derniers arrivants, c'était les Français, parce que les Hollandais les avaient précédés, c'était difficile de faire les captures vers le nord-ouest de l'Afrique, donc là où il y a les ronds, les courbes du Sénégal jusque là où il y a la Côte d'Ivoire. Les Européens avaient abandonné cette partie. Pourquoi? Parce qu'il était déjà islamisé. Parce que les Arabes qui étaient arrivés depuis le 8e siècle ont dû gagner ce territoire, et les Africains, pour sauver leur liberté, se convertissaient en islam. Donc une fois que vous êtes converti, la loi islamique interdit l'esclavage entre islam. Donc c'est comme ça qu'ils cherchaient beaucoup plus vers l'Afrique subsaharienne. Et en même temps, les Européens ont dû occuper l'Afrique subsaharienne. Ils étaient chrétiens, et donc il y avait ces barrages et ces combats entre les deux religions. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'éducation a fait que ceux qui sont partis, qui ont quitté l'Afrique, ils sont partis avec cette éducation d'évangélisation vers des îles comme Guadeloupe, Martinique et en Amérique. Et ceux qui sont restés, ils ont aussi reçu une autre éducation de ne pas comprendre et savoir l'histoire sur le commerce triangulaire et les traites orientales. Donc, en Afrique, on enseignait l'histoire du commerce triangulaire, mais plus vers l'Orient. Et puis, ceux qui sont partis, qui ont quitté l'Afrique, on les a éduqués que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Donc, les gens savaient que les ancêtres n'étaient pas les Gaulois, mais ils étaient perturbés, mais ils étaient sous le respect du silence
par rapport à cette éducation reçue. Alors, l'éducation reçue, c'était juste pendant les captures, on explique ça au premier tome déjà, les Capucins baptisaient avant que les bateaux partent vers le Nouveau Monde. Et en partant vers le Nouveau Monde, il y avait une escale. On explique ça au troisième tome, à l'île de Sao Tomé, parce que c'était un endroit qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'esclavage occidental. Donc c'est là qu'on s'approvisionnait de l'eau potable à vivre, des ignames, des maïs, de quelques besoins que les gens pourraient se tenir pendant 3 mois de voyage. Et pendant les voyages, nous avons vu dans les explications qu'on avait vues avant-hier, donc pour ne plus revenir là-dessus, et dès qu'ils arrivaient aux Antilles, donc on va s'arrêter aux Antilles parce que comme nous sommes en France, on parle de ce qui nous intéresse. Dès que les Africains arrivaient aux Antilles, ils étaient encore repris, maintenant pas par pas par des jésuites, mais maintenant par... Non, les jésuites c'était en Afrique, non, les capucins c'était en Afrique et les jésuites aux Antilles. Les jésuites reprenaient l'évangélisation auprès de ces Africains-là. Une fois qu'ils étaient évangélisés et rebaptisés, et là, les premiers arrivants, ils avaient plusieurs noms. Pendant qu'ils recevaient le baptême, pendant les voyages, les marins leur donnaient les noms avec le prêtre qui était là, que eux-mêmes ne connaissaient même pas l'importance. Et quand ils arrivaient aux Antilles, après les ventes, le maître ou le marchand ou le propriétaire leur baptisait à son prénom, enfin pour marquer que c'était leur propriété, donc leur bien. Et une fois qu'ils recevaient le baptême, ils avaient encore un autre prénom. Donc tout doucement, les noms africains disparaissaient. Et qui a fait que dans l'éducation reçue, on faisait croire à ceux-là qui étaient arrivés là que ceux qui venaient de l'Afrique n'étaient pas saints d'esprit. Ils avaient encore le diable parce qu'ils n'avaient pas assez d'éducation de foi. Et c'est là qu'il y a eu l'écart entre ces Noirs qui sont aux Antilles et ceux qui sont restés en Afrique à partir du XVIIe siècle, où les contacts étaient difficiles. Et donc ceux qui arrivaient, ils ne trouvaient pas de place dans les camps, ni dans la vie courante. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le marronnage. Ils voulaient leur liberté. Et donc c'est comme ça qu'on a vu vers la fin beaucoup de marronnage, de ces peuples qui fouillaient dans les montagnes ou dans les forêts pour demander la liberté. Bon, en même temps, nous avons vu dans cette histoire aussi l'arrivée des Européens aux Antilles. Parce que les Européens aux Antilles, c'était des marchands donc de planteurs ou de cultivateurs. C'est eux qui produisaient des cannes à sucre. On a vu aussi les arrivées des appelés, des gens qui partaient pour un contrat de 3 ans, 4 ans. Mais comme tout le monde trouvait son intérêt, le but était l'argent lucratif, et donc après 3 ans, il y avait de moins en moins des appelés qui rentraient ici en France. Et ils sont restés de génération en génération et qui sont devenus aujourd'hui ce qu'on appelle des béquets. Et donc, il y a eu métissage aussi. Donc, ça encore, c'est autre chose entre les Européens et les Africains qui étaient là, qui sont devenus aujourd'hui les créoles, parce que cette
rencontre de peuples venant de partout et d'autres qui sont venus des Indes pour les Antilles. Et donc cette multiculturelle a fait qu'ils sont devenus un peuple créole. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a rien à voir avec ces Africains-là qui sont restés en Afrique. Ils sont peuple à part entière créole, mais qui sont sur une terre qui, avant, était une terre de Taïno, de Arawak, de Ibo, et que la plupart ont disparu. Il en reste seulement un petit réserve vers la Guyane. Et donc, c'est une continuité. Donc, et c'est là que ces peuples ils sont allés ensemble avec leur mélange multiculturel jusqu'aux abolitions qui a commencé grâce aux Anglais. Will Belfort, qui a commencé à demander la liberté de tous les peuples, suivi par Victor Schœlcher, qui a fait un grand travail, qui n'était pas facile à être admis en Europe. Et on a vu même Abraham Lincoln qui s'est mis de la partie pour abolir l'esclavage. Et bien avant encore, il y avait des Quakers et des protestants qui ont fait en sorte qu'il y ait ces mouvements des abolitions. Et donc, après, on a eu beaucoup des abolitions dans chaque île. Chaque île avait sa date, donc il y a une liste énorme. Mais là, c'est du côté occidental. Mais c'est pendant le triangle oriental qui a commencé à partir du 8e siècle. Dans le tome 1, il y a eu des abolitions qu'en 1963, officielles. Mais il y a des endroits jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des captures. Donc l'esclavage continue. Et en dehors de cet esclavage de force, nous avons l'esclavage moderne. Donc, l'esclavage moderne, c'est exactement ce qui s'était passé à l'époque. On a pris la même chose, mais avec des personnes comme vous et moi, et que nous fermons les yeux par rapport à des choses que nous achetons. Ah oui, regarde, il y a tel magasin qui est sorti, ils les vendent à bon prix et tout. Et nous savons que les gens qui fabriquent des produits à bon prix travaillent comme des esclaves à l'époque qui travaillaient la canne à sucre, que certains étaient contents de consommer avec les cacao et consorts. Donc, le fait de fermer les yeux, c'était exactement comme à l'époque, ceux qui fermaient les yeux, comme des gens qui étaient sur le littoral, les côtes, qui vendaient des habits auprès de marins, et ces habits qui faisaient des échanges auprès des Africains, des pacotilles, des fusils, de viticulteurs. Beaucoup de choses ont dû profiter à cette histoire. Et donc, depuis qu'il y a eu abolition, l'esclavage continue. Alors maintenant, il y a des questions, des fois, qu'on entend souvent parler. Les Africains ont vendu les Africains. Donc il n'y a pas de question tabou. Certes, il y avait des Africains qui ont vendu. Et qui sont ces Africains? Donc on a essayé d'expliquer un peu, en gros, avant-hier. Bien avant, il y avait le premier métissé, le premier métis entre Européens. Donc c'était des enfants portugais et juifs qui étaient au Portugal, qui étaient renvoyés à Sao Tomé. Déjà en 1492, il y avait une loi pour que les juifs abandonnent leur croyance, foi, ou de sortir. Donc, la plupart, ils ont changé d'accepter d'être chrétiens pour se sauver, mais d'autres ont préféré sortir.
mais la plupart qui se convertissaient au christianisme ont pris part au voyage des colons pour se retrouver en Amérique. C'est ce qui explique la présence juive depuis des siècles, en même temps que les Africains, en Amérique. Et d'autres qui étaient en prison se sont retrouvés à Sao Tomé. Ils avaient une statue spéciale d'émancipation, d'épouser des femmes africaines, 3, 4, 5, même une dizaine, afin de faire des enfants pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Mais comme ces enfants étaient de l'ascendance, donc des métis, on les voyait mal de faire travailler comme esclaves. Donc ces enfants sont allés s'installer sur les côtes africaines. On connaît vers le Sénégal des femmes qui ont eu des enfants avec des Européens. Ces femmes, on les appelait des signards. Et donc là-bas, il y avait des signards, mais beaucoup plus bas, on avait des laçandos. Et ces laçandos, avec la double culture qu'ils avaient, européenne de leur papa et africaine de leur maman, ils se sont familiarisés avec leurs cousins qui étaient sur les côtes de l'Afrique. Alors lorsque les bateaux, pendant les captures, arrivaient pour faire les captures des esclaves, parce que vous savez, l'étendue de la mer, dès qu'on voyait les bateaux de loin, on allumait le feu. Et c'est la fumée qui expliquait qu'à ces points-là, il y a vente des esclaves. Alors comment ils trouvaient des esclaves? Dès que les bateaux accostaient, les laçandos appelaient les courtiers, donc les Africains des côtes, on leur payait donc des habits, de la boisson, des miroirs, et on leur donnait des fusils. Mais ces fusils-là étaient récupérés après les captures. C'est eux qui rentraient à l'intérieur des terres pour faire des razzias. Une fois ils faisaient des razzias, ils ramenaient le leur en échange de tous ces objets qu'ils recevaient. Et au fur et à mesure, avec les années, on les a fait croire, parce que tout à l'heure je vous ai dit, il y avait déjà des relations entre les rois africains et les rois européens. Les rois se plaignaient de tout, des razzias qui se faisaient, et on cherchait à combattre ça directement à l'intérieur de l'Afrique. Et on a fait croire à Semfumu, à Mafouk, comme on les appelait à l'époque, que vous pouvez aussi détrôner les pouvoirs du roi et vous pouvez être aussi plus fort que ces rois. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, les monarchies africaines officielles qui existaient, tous ont commencé à disparaître pour avoir des petits roitelets, des petits royaumes qui s'étaient fondés de nulle part et de rien du tout, qui n'ont pas de fondement et de racines africaines, et qui ont instauré des lois qu'un tel ne peut pas faire ceci, un tel qui fait ça, on va l'arrêter juste pour profiter de faire des captures avec des condamnations, des prisonniers, comme on dit, c'était des prisonniers qu'on vendait, c'était comme ça qu'ils ont fait des prisonniers, c'est comme ça qu'ils ont fait de malheureux qui sont partis vers le Nouveau Monde. Alors, la première capture, je l'ai fait un peu disperser, la première capture, les premiers Africains qui sont partis vers les Antilles étaient sélectionnés. C'était plus des chercheurs d'or, parce que les Espagnols, lorsqu'ils ont découvert les Antilles, leur objectif, c'était de trouver de l'or. Ce n'était pas la canne à sucre. C'était les Portugais, lorsqu'ils ont découvert le Brésil, et ils ont dit, nous, on va transférer nos productions vers le Brésil. Mais cependant, les Espagnols, eux, c'était de l'or. Alors, il fallait qu'ils achètent des Africains auprès des Portugais qui avaient connaissance, mais ces Africains, que des chercheurs d'or. On les a fait croire, vous allez, mais vous allez rentrer. Mais aucun n'a dit retourner en Afrique. Et ces chercheurs d'or qui étaient sur place, donc,
qu'on appelle par défaut les Amérindiens, et ils ne voulaient plus travailler parce que c'était de plus en plus difficile, et puis ils mouraient de cette condition, parce que c'est un peuple qui, au départ pacifique, et accueillant, parce que c'est eux qu'ils ont accueillis, mais ils ont subi ce qu'ils avaient subi, et le fait qu'ils ont disparu très, très tôt. Donc il en reste quelques-uns. J'ai du mal de les appeler Amérindiens pour le respect. Donc il en reste quelques peuples taïnos ou arawaks, un peu dans des réserves du Brésil ou de l'Amérique et tout consort. Donc il y a eu tous ces peuples qui nous devons le respecter. Alors il y a aussi des zones d'ombre, toujours, souvent on entend ça auprès des Africains. Avant Christophe Colomb, il y avait des Africains qui étaient déjà partis en Amérique. Je pense tous on a déjà entendu parler de ça. Donc, et j'ai fait des recherches là aussi, et on a trouvé au Mexique, les chercheurs avaient trouvé des têtes de Olmecs qui ont des traits négroïdes et qui ces têtes, à force de ne pas s'occuper de l'histoire, ils étaient complètement enterrés au sol et qui mesurent, le plus petit mesure 3 mètres de haut, pour imaginer un peu et ces têtes datent de 400 ans avant Jésus-Christ. Et dans les recherches, en remontant, l'histoire, le peuple qui ont travaillé là-dessus, c'était des peuples qui ont quitté le clan pharaonique avec des conflits. Ils sont descendus vers la ligne de l'équateur pour suivre la ligne d'équateur avec des papyrus pour se retrouver vers l'Amérique et influencer les Mayas avec les constructions de pyramides. Donc voilà un peu en gros le travail qu'on va ouvrir, ou on ouvre déjà avec cette série de l'histoire des mémoires de l'esclavage. Donc là, dans les BD, j'y vais jusqu'à l'abolition, enfin jusqu'aux les abolitions, parce que comme je dis, il y a plusieurs dates, et puis aborder un tout petit peu l'esclavage moderne, juste pour nos tout petits, pour que les bêtises du passé ne se répètent plus. Parce que ces bêtises du passé s'est répétées en 40-45. C'était exactement ça, mais sans qu'on puisse vraiment faire attention. Ça a duré 5 ans, mais on connaît les dégâts qu'il a fait. Et peut-être il y aurait dans nos gènes ou dans la jeunesse actuelle que nous avons, d'autres qui ne puissent plus avoir ces idées et de mettre stop à ça. Et de l'autre côté, c'est aussi un travail du courage, parce que beaucoup de gens, quand on parle de l'esclavage, ils cherchent à en renvoyer le tort de part et d'autre. Mais une fois l'histoire, si on les met en place, donc moi je l'ai fait en tant que chercheur, dessinateur et curieux, et je lis beaucoup de données historiques, de livres d'histoire, pour simplifier un peu tout ça dans les bandes dessinées. Et puis, ce que je fais, je reste dans le respect de l'histoire. Donc, chaque historien, par rapport à des livres qu'on lit, il y a des contradictions. Et donc, on doit chercher le juste milieu. Par exemple, quand on voit, par exemple, d'autres qui donnent les chiffres de nombre de personnes qui ont été envoyées comme esclaves, mais d'autres contestent en fait de ne pas donner des chiffres, parce qu'il n'y avait pas de chiffres.
Et j'ai rencontré un chercheur une fois qui habite vers Marseille, qui commençait à calculer le nombre des esclaves. Il les mettait horizontal de tête aux pieds. Et il faisait la route entre l'Afrique et les Antilles. Mais plus il mettait bout en bout, il a fait 6 allers-retours, il a craqué, il a arrêté. Donc, parce que c'est à l'infini, il n'y a pas de chiffre. Parce que si vous tombez sur un historien qui vous donne un chiffre exact, je ne peux pas dire qu'il ment, mais il n'y a pas de chiffre exact. Tout simplement, à l'intérieur de l'Afrique, il y avait résistance. Il y avait résistance. Beaucoup des Africains sont morts pendant les captures. Beaucoup. Lorsqu'ils montaient, vous savez, les bateaux, ils n'arrivaient pas vraiment, il n'y avait pas de port comme on voit ici construit, et puis les bateaux, ils arrivent vraiment à la terre. Non. Il faut prendre des chaloupes pour aller monter, et c'est là qu'il y avait beaucoup de pertes, et même pour monter dans les bateaux, pour aller dans les cales. Et quand ils étaient dans les bateaux, souvent, on demandait aux esclaves de marcher, de sortir des cales pour marcher, et pendant ces marches, ou pendant les danses, pour qu'ils soient en forme, il y avait des marronnages. Et il y avait au moins, dans les recherches, j'ai compté au moins 70 bateaux que je connais, avec les noms des capitaines, des propriétaires, qui ont chaviré sur les côtes africaines seulement. Donc, et tout autour des endroits comme la Guadeloupe, la Martinique, tout autour, il y a eu des bateaux qui ont chaviré. Et donc, pour montrer qu'il y avait une grande résistance, personne ne voulait ça. Et de l'autre côté, il y avait aussi ce qu'on appelle des contrebandes. Donc, des bateaux qui ne venaient pas de l'Europe, mais qui venaient des Antilles, par des personnes qui étaient des négriers, qui venaient directement chercher des esclaves en Afrique et qui repartaient. Et donc, ces trafics n'étaient pas comptabilisés dans tout ce qui était le trafic qu'on faisait dans des écoles de marine ici, parce que c'était des marins qui avaient une formation, parce que d'autres qui disaient non, les marins c'était des gens qui n'avaient pas une formation. Mais attendez, ça coûtait cher fabriquer un bateau, et mettre tout ce qui était à l'intérieur, ça coûtait énormément de l'argent, et c'était des vrais professionnels, à part les mousses, donc des petits jeunes qui apprenaient, travaillaient un peu dans les bateaux. Et donc c'était un truc qui valait beaucoup d'argent. Et il y avait aussi des pertes humaines quand il y avait des tempêtes, bon, sans compter des malades. Parce que souvent il y avait des malades, en sortant, s'il y avait 3 personnes qui expédiaient les bateaux, donc on devrait faire des stampages, donc le marquage de fer sur le dos. Mais avant, on marquait même les enfants. Mais les enfants, une fois on marque le fer sur le dos, ça faisait une plaie. Et cette hémorragie, qui n'était pas soignée, les enfants ne supportaient pas, et la plupart des enfants mouraient pendant le voyage. Et donc, voilà tous ces nombres qui ne sont pas comptabilisés, et dont les gens, ils étaient pris, comme on dit, passe-moi l'expression, à la pelle, et jetés dans les cyborgs. Il y avait aussi ceux qui avaient des plaies, qui les conditions des cales n'étaient pas propres, parce qu'on a vu ça avant-hier, ceux qui étaient avec nous. Donc, les cales, c'était un endroit très, très petit, et puis ils étaient arrangés, comme on parle en jargon, rangement en tiroir. Il y en avait ceux qui étaient en dessous, au-dessus des autres. Et comme ils avaient peur de les faire sortir, même pour marcher, même pour danser, parce qu'il fallait qu'ils gardent le physique, afin d'éviter les marronnages, on les laissait peut-être pendant 2 jours, 3 jours. Mais ces pauvres personnes,
quand ils avaient besoin de faire leurs envies, quelles qu'elles soient, ils les faisaient là. Et c'était le faux sceptique qui flottait. Donc, et souvent, il y a l'image que j'ai fait qui est là-bas, où on ouvrait les trappes pour que l'odeur puisse être dégagée. Mais avec la chaleur, vous voyez, c'était de la fumée qui... Imaginez qu'il y avait des êtres humains, le but n'était pas de les tuer. Le but était qu'ils arrivent pour aller travailler. Donc, les conditions n'étaient pas meilleures pour tout le monde, et même pour les marins. Parce que dans ces conditions-là, il faut aller leur servir à manger. Et c'est comme ça que vous voyez des illustrations. Parce que je rends beaucoup hommage aux illustrateurs de la marine, parce que dans chaque expédition, parce qu'il n'y avait pas de photos, il y avait des illustrateurs qui dessinaient. Et donc, souvent, on voit ces illustrateurs, ils n'ont pas de chaussures. Ils ont juste leurs pantalons pliés, parce qu'ils marchaient dans la saleté. Et dès qu'ils remontaient, il faudrait qu'ils prennent de l'eau dans la mer pour nettoyer leurs pieds. Donc, les conditions n'étaient pas terribles pour tout le monde. Même les marins mouraient aussi des infections. Donc, et c'est là que beaucoup plus tard, on a pris les précautions de les raser la tête, afin d'éviter des poux. Et puis, mais le problème de marquage sur le dos faisait que c'était très difficile. Mais les marquages n'étaient pas que pendant les voyages, les marquages étaient arrivés même aux Antilles. Parce qu'aux Antilles, on va ouvrir dans d'autres tomes, on va voir comment les gens recevaient leur liberté. Donc on appelle les affranchis. Comment ils étaient affranchis. Comment les maîtres abusaient aussi de leurs esclaves, surtout des femmes qui travaillaient tout autour de la maison du maître et qui faisaient des enfants avec ces femmes-là. Si il était gentil, le maître reconnaissait l'enfant, il les gardait, il leur donnait la liberté. Mais s'il voulait, mais s'il a besoin de main-d'œuvre pour travailler, alors que c'était son propre sang, mais il les envoyait travailler dans des plantations. Et donc on a des cas comme ça des enfants qui se sont révoltés, comme la Solitude, la mulâtresse Solitude, qu'on voit sur sa statue en Guadeloupe. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Donc le métissage, comment était difficile à cette période. Et aussi, si une femme blanche fait un enfant avec un esclave ou avec un noir affranchi, la femme perd sa liberté. Et l'enfant reste affranchi. Et si l'homme était affranchi, il perdait sa liberté. Donc, c'est des choses que nous allons voir beaucoup plus tard. Et comment l'Église aussi a dû comprendre comment changer, comment éduquer ces esclaves qui étaient là pour travailler et récupérer ceux qui étaient malades. Et l'Église avait leurs esclaves qui, eux, ils étaient encore bien traités que des esclaves qui étaient chez les maîtres. Et donc nous allons voir aussi comment il y a eu l'argent. Ici, il y avait des coupures de banques de l'Europe, et aux Antilles, il y avait des coupures de banques des Caraïbes un peu spéciales. Donc voilà ce que nous allons voir jusqu'avant d'arriver à l'abolition. Si on continue, on parlera beaucoup. Je pense que vous avez des questions. Je vous remercie. Se poser des questions. Pourquoi, malgré toutes ces
Vous vous demandez pourquoi. Malgré toutes ces atrocités, c'est-à-dire on a eu du mal à reconnaître que l'esclavage, c'est-à-dire est un crime contre l'humanité. C'est ce qui est extraordinaire. Je pense que les politiques elles sont complètement mouillées, qu'elles soient d'avant ou maintenant, dans l'idée que l'esclavage, c'est quelque chose de Napoléon a rétabli l'esclavage. On entendait il n'y a pas longtemps le discours de Dakar qui disait ce qu'il disait sur l'homme africain, etc., c'est une préparation à l'idée que c'est quelque chose qui n'est pas finalement anodin, alors que c'est quand même ça détruit des peuples entiers. Oui. Je vais répondre d'une façon simple, mais franc et claire. Dans ce travail, nous avons ce qu'on appelle des négationnistes. Donc, pendant qu'on essaye d'expliquer quelque chose d'une façon claire et propre, les négationnistes arrivent aussi avec leur méthode pour dire « Oh, vous savez, ce n'était que... » Et puis, c'est comme ça que le discours de Dakar était arrivé, qui était mal reçu. Mal reçu. Et je vois comment le président Wade a dû répondre aussitôt au président Sarkozy. Et c'était une femme qui s'est levée encore en Afrique, qui est dans Femme Noire, et qui... Pardon ? Non. Qui s'est levée pour combattre un peu de genre de choses comme ça. Mais pour aller encore dans la profondeur de la question, c'est que souvent quand on parle de l'esclavage, dans cette histoire, il y a eu ce qu'on appelle les lois, qui étaient les codes noirs. Parce qu'avant, il n'y avait pas de loi. Et quand il y a eu des lois, chacun tirait maintenant ses profits. Et qui a fait que, si je dis ceci, on va m'accuser de ça. Que ce soit en Afrique, les Africains vont dire les Africains. Mais il faut expliquer comment ils ont fait les ventes. Parce que quand vous avez des enfants, un qui est resté à l'autre bord et l'autre qui est parti dans l'autre bord, et les explications, s'il n'est pas clair, c'est des enfants, ils rentrent en conflit. Et donc, les négationnistes, là, lui, il profite à ça. Et en même temps, il y avait ce qu'on appelle la pédagogie, l'éducation. C'est resté pendant des années et des années. On expliquait à ces peuples, vos ancêtres étaient des Gaulois. Mais jusqu'au moment où le monde évolue, en disant, mais c'est une bêtise. Mais comment on peut les contredire? Que ce soit en Afrique ou aux Antilles, on savait qu'on avait des ancêtres gaulois. Et donc, comme si ils n'avaient pas l'histoire. Et cependant, des monarchies, on dit être anéanties, mais heureusement, ceux qui sont partis vers les Antilles, ils ont amené le battement tam-tam, qui s'appelle le Ka, et que là-bas on l'appelait le Ngoma. Et là c'est le Ka, avec ses variances 7, et là-bas aussi ils ont les 7 variances. Et ceux qui sont partis de l'autre côté, par nostalgie, ils ont créé le tango. Le tango, c'est par nostalgie. Le tango, c'est le temps. Le tango. Et il y en a d'autres qui ont, par la danse, ils ont fait le rumba. Le rumba vient de nombril, de kumba. Donc, le déhanchement. Et c'est ça les sauvegardes d'un peuple à l'autre. Donc, ça, c'est le travail que les négationnistes ne peuvent pas contredire. Une chose encore qui est importante, parce que les Africains ou les Noirs avaient des scarifications. C'était une identité pour eux. Donc dans les bandes dessinées, dans le 3e tome, on a expliqué à peine. Mais on va rentrer en profondeur. Donc avec ces scarifications, une fois vous retrouvez à n'importe quel endroit, au Cuba ou en Amérique, on savait, entre les Noirs, ils savaient
lui, il était le fils d'un tel, ou il vient de tel côté. Il savait lire ça. Alors, il est arrivé à un moment, de personnes qui avaient plus de traces sur le corps, une fois que le bateau partait, on les jetait dans l'eau. Donc, et c'était là la coupure de culture. Donc, et sur place, aux Antilles, les gens, des personnes qui dessinaient, par exemple, on leur coupait la main. Parce que qu'est-ce qu'il va dessiner? Le masque africain. Qu'est-ce qu'il va dessiner? Il va dessiner tout ce qu'il connaît de ses ancêtres. Interdiction, même de chanter. Et c'est comme ça que les échanges ont dit être le mélange des langues des peuples, de divers peuples, qui a fait que le créole a pris le dessus. Donc, et c'est que maintenant, on voit, comme on dit, les zouks qui arrivaient. Et les zouks, c'est quoi? C'est tout simplement zouk, c'est la musique. Donc, ça encore, c'est quelque chose de nouveau. Vers le Brésil, on a vu les capoeiras. Donc, ce sont des choses qui a fait qu'il y avait une forme de sauvegarder leur patrimoine au départ, du début, et qu'ils ont gardé, quelle que soit la façon qu'ils ont gardé, mais qui est resté intact. Donc il y a des négationnistes qui font un travail, mais c'est un travail où il faut se libérer pour les parler, parce qu'on a parlé des Olmecs tout à l'heure. Vous savez, des têtes, des plus petits qui mesurent 3 mètres de haut. Si on avait conservé ces têtes, ça n'allait pas s'enfoncer sous terre. Donc, l'histoire du commerce triangulaire, que ce soit du côté de l'océan Atlantique, que ce soit du côté de l'océan Indien, si on dit, ben, c'est pas maintenant qu'on doit parler de ce genre de choses et tout, l'histoire va disparaître. Parce que ce que les élèves ont dans les cours d'histoire, c'est choisi. Parce qu'il y a un programme scolaire, il faut qu'ils passent à autre chose. Après autre chose, il faut qu'ils passent à autre chose. Mais ils ne rentrent pas en profondeur. Mais les enfants, dès qu'ils rentrent chez eux, n'oublions pas, ils ont besoin de savoir. Donc, moi, quand je fais un travail comme ça, c'est aussi un travail de courage. Donc, au début, j'ai vu des gens, mais qu'est-ce qui vous prend de faire un truc comme ça? Mais non, il n'y a rien qui me prend. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Parce qu'on a vu des bandes dessinées, depuis qu'il y a des bandes dessinées, on a fait des BD sur l'esclavage. Mais ces bandes dessinées, si on regarde bien, c'est des fictions. On a fait des films sur l'esclavage, mais si on regarde bien ces films, c'est des fictions. Mais alors il y a tout un peuple qui cherche sa racine et on continue, nous, aujourd'hui, de continuer à faire des fictions. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème par rapport à ce genre de discours de Dakar? Donc, c'est comme ça, on arrête la fiction, rentrons maintenant dans la profondeur d'histoire, afin que même s'il y a une discussion, que tous nous puissions avoir des échanges. Donc, il y a ces côtés aussi timides du côté européen qui ne disent pas qu'il y avait des Européens qui sont partis travailler comme esclaves et qui sont restés parmi les béquets. Tous les béquets ne sont pas riches. Il y a des blancs qui sont là et ils n'ont rien. Ils sont exactement comme les noirs. Donc, c'est une façon de... Ce n'est pas pour faire la différence, mais pour qu'on puisse comprendre. Donc, mais ces gens-là, ils ont besoin qu'on raconte leurs histoires. Et donc, ça va être retracé dans l'histoire du commerce triangulaire. Donc, voilà à peu près quoi. Voilà. Je trouve que vous faites bien, c'est vrai que cette exposition elle est extraordinaire pour la jeunesse et tout, pour nous aussi, et pour la jeunesse. Et vous avez abordé le problème de l'esclavage moderne. Oui. L'autre jour, j'ai vu une émission à la télévision, pas une émission juste un compte rendu, où il y avait des stagiaires qui travaillaient et qui n'étaient pas payés.
dans une entreprise dont je dirais le nom, c'était H&M. Il y avait 3 employés et il y avait au moins 8 stagiaires non payés et qui étaient traités comme des chiens. Je dis que quand on voit ça, ça peut nous faire toucher du doigt le monde capitaliste. Effectivement. Parce qu'on a vu un film qui était sorti récemment. Là. Il y avait deux acteurs comiques. Je ne me rappelle plus le titre. Casse départ. Ouais. Casse départ. Il y a une grande part de vérité dans cette histoire. Parce que, vous voyez, quand on voit celui qui s'occupe d'aller suivre les esclaves en train de travailler, lui aussi est traité comme un esclave. Il ne peut pas manger avec les autres. Donc, quand on voit aujourd'hui ceux qui sont traités comme ça, comme des animaux, donc, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport à ceux-là qu'ils traitent comme des animaux? Parce que c'est un côté où l'homme devient animal. Parce que c'est lui qui traite l'autre comme un animal, c'est lui qui est animal. Donc il manque ce côté humain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer sur l'esclavage moderne, afin de voir, il y a des choses, il y a des cas, des fois qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, mais nous sommes en train de reproduire la même chose. Nous reproduisons la même chose. Donc, c'est de voir ça dans nos modes de vie quotidiennes. Parce que quand on va chercher dans les maisons, des boutiques qui vendent moins cher, parce que, ah oui, à la rentrée, mais les sacs là-bas, machin, c'est, oui, mais nous on va acheter. Mais on reproduit la même chose. Quand il y a des événements mondiaux, internationaux, admettons de football, mais qui sont ceux qui fabriquent ces ballons? Donc c'est là, et nous sommes là, nous applaudissons, mais les gens qui ont travaillé, on ne se pose pas la question, mais on sait. Donc, et c'est là que, quand on voit de ceux-là qui sont traités comme ça, ils les savent, l'entourage les voit, savent, mais c'est surtout sortir du silence, comme là, on sort du silence de 2 triangles qui a existé, mais il faut qu'on sorte du silence. Et en sortant du silence, je pense que tous ensemble, on va changer le monde. Mais à une personne, on ne changera pas le monde. Oui? Oui, c'était pour faire suite à la question de c'est qu'il y a un aspect aussi qu'on a voulu écarter, c'est le côté indemnisation. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a mis du temps à reconnaître le crime contre l'humanité, parce qu'on avait peur que les Antillais réclament une indemnisation. C'est bien. Parce que ça, c'est un cas qui est un débat aujourd'hui. On en avait parlé une fois avec Patrick Chamoiseau. Et on était arrivé à une conclusion. Parce que quelque chose qui était à but lucratif, qui a fait des malheurs, et les répondre pour les réparer avec de l'argent, je pense que qui va payer? À qui? Combien? On va l'évaluer à quoi? Donc, il n'y a que des points d'interrogation. Alors, la conclusion qu'on avait eue était la suivante. Vous voyez ce qu'on est en train de faire là? C'est ça le prix. Le fait d'en parler, le fait d'ouvrir dans les cours d'histoire, si les élèves avaient 2 heures, on met 4 heures, c'est ça l'indemnisation. Donc, le fait d'avoir des ouvrages comme ça, parce que là, on les vend à 13 €, normalement c'est 5 €, 2 € pour moi. Parce qu'il y a d'autres qui disent, ah oui, c'est mais tellement riche, mais ça peut être à 20 €. Je dis non. Non.
Je préfère encore que ça soit moins cher si tout le monde s'y met. Je pense qu'une réparation sera une réparation culturelle, afin que tout le monde puisse comprendre qu'on ne puisse plus répéter ça. Mais d'autres personnes avancent, c'est vrai, de revendications en disant oui, il nous faut ça, mais l'argent viendra de qui, où? Et ça, c'est une réparation. Parce que demain, on va rencontrer d'autres personnes, on va leur dire, vous savez qu'il avait un triangle au 8e siècle. Ah bon? Et là, vous allez réparer cette maladie de l'ignorance. Voilà, il y avait ça, il y avait ça. Ah bon? C'est ça la réparation. Donc une réparation n'est pas forcément financière. Parce que nous les artistes, que ce soit des gens comme Chamoiseau ou Édouard Glissant, malheureusement il n'est plus, il faisait un travail de sensibilisation afin que les gens puissent comprendre. Et donc, dans la loi Taubira, si on regarde bien dans l'article 2, il est dit que même la presse doit s'y mettre pour encourager ces genres des activités. C'est ça la réparation. Mais les gens, ils sont un peu timides pour qu'on leur rappelle. Parce que si on sort de cette timidité, si on en parle, là on va revenir à la question qu'il a posée. Donc les histoires, les discours plutôt de Dakar n'allaient même pas être dits. Donc voilà l'ignorance qui fait que tout de suite il y a eu des voix qui se sont levées. Il y avait deux voix, c'est celle du président Wade et celle de... attends, je vais voir son nom. Voilà. Et c'est ces deux voix-là qui s'étaient levées. Mais ils étaient où les autres qui se prétendent historiens, qui se prétendent chercheurs? C'est là le malaise. Moi, quand je fais ce travail, j'ai vu des historiens venir me demander, mais de qui? Mais pourquoi? Mais je dis, mais moi je ne fais que reproduire ce qui sont dans les ouvrages d'histoire qui datent des années et des années. Normalement, la question des réparations, c'est eux qui devraient le faire. On ne rentre pas en conflit. Au contraire, moi, je suis ouvert. Un historien qui vient vers moi, il sera le bienvenu. Parce que regarde, tout ce que les illustrateurs de la marine nous ont laissé, s'ils n'étaient pas, on n'allait pas comprendre. Alors, on n'allait pas comprendre ce qui s'était réellement passé. Là, on va découvrir des pigeons dans des bateaux. On ne connaît pas les pigeons. Mais je vais vous faire découvrir les pigeons dans la série. C'était un truc qui a fait des atrocités, mais graves. Et en faisant ça aujourd'hui, les illustrateurs de la marine de l'époque nous ont laissé des dessins qui étaient en noir et blanc. Aujourd'hui, nous avons nos enfants qui sont habitués avec des cinémas, avec des effets spéciaux, des couleurs qui vont là-bas et ils sont contents. Et quand on leur montre des illustrations de l'époque sur l'histoire de l'esclavage, ils disent « Oh, bon ». Mais dès qu'ils le voient en couleur, je vois des réactions des enfants. « Ah bon, c'était ça ?» Parce que là, c'est ramené à leur mode de vie d'aujourd'hui. Ils disent « Mais non, il faut que ça s'arrête ». Donc voilà un peu le travail qu'on est en train de faire. On a besoin de tout le monde, même de vous. Donc, on a besoin que vous apportez aussi ces messages à d'autres personnes. On a besoin d'aller encore plus dans des écoles, que ce soit en France, que ce soit partout dans le reste du monde, en Afrique, aux Antilles. Donc, à moi tout seul, je ne peux pas faire ce travail. Oui. Dans les conditionnements, dans le départ, on parle de l'arbre de l'oubli. C'est un peu ce que c'est? Pardon? L'arbre de l'oubli. Oui, ça c'est à Ouida. C'est bon, ce sont des croyances où on faisait tourner 8 fois les femmes et 7 fois les hommes avant qu'ils partent prendre la mer. Donc,
ça c'est des choses, vous savez, comme si on dit c'est interdit. Moi j'ai entendu, ah oui, vous savez, les lapins, interdit, les femmes ne peuvent pas manger. Parce que ça, c'est des gens qui créent leur territoire et qui créent des lois pour faire peur aux autres. Et puis on les met dans nos têtes. Donc, mais ce qui a existé à cette époque, la mer, pour les Noirs, entre guillemets, n'était pas le bienvenu parce que l'eau était synonyme de malheur. Le blanc, la couleur blanche, était signe de deuil. Donc, se faire capturer par des Européens et prendre la mer, c'était quelque chose d'inacceptable. Alors, lorsque ces peuples sont arrivés dans les îles, quand ils ont commencé à construire leurs cases, les portes ne donnaient pas vers la mer, mais vers la terre. Donc, passer la mer, c'est signe de malheur. Et souvent, les gens ils disent, on était aux Antilles, mais il y avait moins de monde. Non, ils ne vont pas à la mer. C'est de moins en moins. Comme on voit des touristes qui vont se baigner. Donc, il y avait ces côtés aussi. Mais on va les développer. Pourquoi ils construisaient les portes vers l'intérieur. D'autres questions? Oui. Pour l'esclavage moderne, comment c'est possible d'arrêter ça? On parle notamment des Chinois, des Indiens. Avant, les gens étaient capturés, mais là, ceux qui vont vers les entreprises pour être payés une misère, ils vivent dans des immeubles tous ensemble, sur l'usine, et ils travaillent dans l'usine. Et c'est eux qui vont vers l'usine. Comment faire aujourd'hui pour arrêter ça? Bon, ça c'est moi. Hein, donc, je suis comme tout le monde. Donc, là, tout à l'heure, j'ai parlé des données un peu d'histoire. Mais pour moi, je pense, avec l'observation de la société, il faut d'abord qu'on évite les marques. Ce sont les marques qui font que tous les enfants, à la rentrée scolaire, ils veulent des marques. Donc, pour fabriquer des marques, on paye les gens à lance-pierre. Bon. Deuxième chose, les marques qui font que quand on montre, je prends Paris à la télévision en Afrique, on ne va pas montrer des gens qui dorment par terre dans les métros. On montre Champs-Élysées, ce sont des marques. Et du coup, dans le passé, il y avait ces Africains qui étaient capturés pour venir travailler un peu, aller travailler un peu partout. Mais les marques fait que maintenant on a des bateaux qui arrivent remplis du monde, parce que c'est les marques qui fait que, comme c'est chinois, c'est les marques. Les gens vont travailler, mais pour ne pas être payés. Et les fabricants de marques ont de plus en plus de la puissance. Et maintenant, il faut que l'État aussi, les gouvernements de l'État de tout le monde, du monde entier, puissent vraiment avoir sa place de l'État. Quand on voit le cigarette, par exemple, aujourd'hui, ça fait ça, ça fait ça, ça fait les cancers, ça. Mais dans des tabacs, ils vendent encore des cigarettes. Ce sont des marques. Mais si on dit, juste pour les tabacs, nous avons tous des cartes de sécu. Vous êtes fumeur, il faut qu'on marque dans votre carte de sécu. Vous allez acheter la cigarette. Combien? Ça coûte 2 €, mais vous passez votre carte de sécu, on la registre. Vous comprenez? On la registre. C'est une solution. Mais moi je dis, mais c'est... Et là, vous allez voir tous ces gens-là qui filment, ils seront affichés, ils vont dire, mais il faut que j'arrête. Parce que s'ils chopent des maladies, on prend juste votre carte. Même les marques que les Chinois fabriquent, ou des Américains, si on élimine tout ça, on devient tous simples, la vie normale comme monsieur tout le monde,
je pense qu'on va arrêter cet esclavage moderne. Regarde les gens qui mènent leur vie d'une façon modeste, ils s'en foutent complètement. Oui, l'autre, ils ont acheté machin et tout. Nous, à midi, on a mangé, le soir, on va manger, demain matin, on va prendre notre petit déjeuner. C'est bon. Ils vivent encore mieux que ceux qui se cassent la tête. Il faut que je change cette Porsche. J'ai des pneus qui sont larges comme ça, mais le pneu coûte 600 €. Ils ont plus de problèmes à cause des marques. Moi, je pense que les marques nous causent beaucoup du tort. Donc, l'esclavage moderne, c'est là. Quand il y a les téléphones qui sortent, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne rentre même pas là-dedans. Ah oui, les nouveaux téléphones qui sortent, mais c'est des marques. Mais tout le monde, on a tous des téléphones, on va laisser ça pour aller là. Mais comment il est fabriqué? C'est des marques. Regarde, même dans les téléphones, on a des problèmes de coltan, des enfants qui travaillent dans des pays comme le Congo et qui laissent leur vie, mais personne n'en parle. Pour que tous ces portables-là puissent vivre. Voilà l'esclavage moderne. Mais on ferme les yeux. C'est des marques. Voilà, il n'y a que ça. Et donc, celui qui ne met pas des choses ou des habits de marque, qu'on puisse les regarder aussi normal. Qu'on puisse les regarder normal. Au contraire, ceux qui mettent des marques soient ridicules. Là, vous allez voir l'esclavage moderne. Tous. Même cette crise, on va sortir de crise. Et surtout pour les cigarettes, c'est des marques. Carte Vitale, vous allez au tabac, vous voulez combien de paquets? 4, hop, il tape 4 paquets, on sait, il va fumer 4 paquets. Vous êtes conscient de votre consommation quand vous serez malade, c'est votre carte qui va trahir. Donc, c'est les marques. Ça, c'est d'après moi. Hein. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Oui. Moi, je mes amis. Oui.